Oui, donc le premier témoignage, c'était le livre d'une Canadienne qui s'appelle Nelly Arcan, que je ne sais pas si vous connaissez, et qui s'est suicidée. Et donc les autres, à l'exception du dernier, sont des personnes suivies par l'Amicalini. Alors c'est un film qui laisse un peu, qui est un peu dur, mais peut-être que ça vous fait vous poser des questions. En tout cas, ce qu'on a essayé de faire, c'est de voir un échantillon relativement large des différents profils des personnes qu'on accompagne, donc avec situation de traite, comme vous avez vu avec la jeune femme de Moldavie et la jeune femme du Nigeria, et autrement des situations de prostitution classiques, mais qui ont tout en commun cette souffrance exprimée et ces effets destructeurs sur celles qui le vivent, celles et ceux qui vivent. Vous avez peut-être envie de poser des questions, Voilà. Moi j'aurais peut-être une première question. Et puis je vais vous passer la parole, mais c'est bien sûr difficile de réagir comme ça à chaud. Alors on a cette idée, enfin l'idée que je me fais dans tous les cas de la prostitution, c'est qu'on trouve trois, vous me direz si c'est vrai ou faux, trois types de situations. Une situation justement de traite, de prostitution forcée. On l'a bien vu dans le film, je crois, souvent à l'aide de chantage, de violence ou de chantage par rapport aux membres de la famille. Une situation qui est une situation de drogue, de dépendance à la drogue, je crois qu'on a besoin d'argent très vite. Et une troisième situation qui est beaucoup plus difficile à cerner et qui, alors, faute de mieux, que je pourrais appeler de prostitution où la personne se destine en avance librement, c'est peut-être le cas d'étudiante, le dernier cas du film. Comment approcher ces cas-là, en fait, qui sont pour moi beaucoup plus complexes psychologiquement? Oui, c'est une section qu'on peut, enfin c'est une question qu'on peut tout à fait se poser et qu'on se pose. Nous, ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas par hasard que quelqu'un se retrouve en situation de prostitution. C'est-à-dire qu'il y a toujours des facteurs qu'on appelle fragilisants, qu'on voyait bien dans le récit de la jeune fille qui racontait l'inceste qu'elle avait vécu. Donc on se dit, celles-ci, elles sont fragiles, et donc elles sont des proies toutes désignées pour ou bien des proxénètes qui les exploitent, ou bien des clients qui vont acheter les services. Et ces facteurs fragilisants, on les retrouve avec des déclinaisons un peu différentes dans la quasi-totalité des situations. Quand on prend l'exemple de Laura, bon, on n'a pas mis tout ce qu'il y avait derrière, mais on voit que dans une situation d'étudiante pauvre où le besoin d'argent est là ce qu'elle explique comme cause principale, on voit que deux étudiants d'ailleurs dans la même situation, l'une ou l'un ira vers la prostitution et l'autre pas. Et quand on regarde un petit peu leur parcours, il y a toujours des causes qui font qu'ils ont été fragilisés à un moment et que ça leur paraît la solution qui va résoudre leur problème. En plus de ça, ce qui est très intéressant dans l'exemple de Laura, c'est qu'elle explique combien c'est facile. Un petit clic, et puis hop, ça commence. Et dans la suite, elle explique combien, elle le dit un petit peu là dans le témoignage, mais combien ça l'a coupé de tout le monde, ça ne lui a pas rapporté l'argent qu'elle espérait, parce que l'argent, elle le dépense tout de suite. Mais pour répondre à votre question, même si on peut faire cette distinction, en fait, on en revient à la même situation, c'est-à-dire où des personnes vulnérables, fragiles, sont prises par le système. Que ce soit de façon complètement évidente comme la traite, et là c'était bien illustré, ou de façon plus pernicieuse parce qu'on est dans une société qui laisse ça comme option.
à des gens qui sont paumés. Oui, j'aurais deux questions. D'une part, j'aimerais savoir quelle est votre position, par exemple, par rapport à la situation en Allemagne où la prostitution est totalement légalisée. C'est pas que l'Allemagne, c'est aussi les Pays-Bas, si je pense, si je ne sais pas, si je ne me trompe pas. Et il y en a d'autres pays. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un système, c'est une industrie qui est tout à fait régularisée avec des charges sociales payées, etc., etc., etc. Ça, c'est une chose, une question. Une deuxième question, récemment, en République tchèque, a été établie une sorte d'assistance sexuelle pour les personnes handicapées, qui sont, actuellement, il n'y en a que 10 ou très peu, mais qui sont spécialement éduquées pour aider les gens avec un handicap physique ou mental, ou les deux. Et qu'est-ce que vous en pensez de cela? Merci pour ces questions qui sont en effet très importantes. Donc d'abord les pays réglementarisent. Alors effectivement il y a l'Allemagne, il y a les Pays-Bas, il y a une partie de l'Espagne. C'est une situation qui est assez répandue. Le raisonnement qui est à la base de la loi allemande, par exemple, c'est de dire, quoi qu'on fasse, il y aura toujours de la prostitution, donc autant l'organiser, que les personnes prostituées soient en sécurité, qu'elles puissent avoir droit à des soins et qu'elles soient sécurisées. Donc c'est là-dessus que l'Allemagne, je crois en 2001, est passée à ce système où ouvrir un bordel est plus facile qu'ouvrir une épicerie. Je cite des collègues allemandes que j'ai rencontrés. Il y a 2 ans, il y a eu des études qui ont été faites justement pour voir la situation et pour voir si les objectifs de la loi avaient été remplis. Et en particulier, il y a eu 2 choses. Il y a eu des publications du Spiegel qui étaient assez complètes. Et puis il y a eu une étude faite par des psychotraumatologues en Allemagne. Donc ce qui en ressort de cette enquête, c'est que d'une part, le nombre de prostituées a monté en flèche. On compte 450 000, alors je ne vous garantis pas l'exactitude du chiffre, mais c'est un ordre de grandeur de 450 000 prostituées. Et ce qu'on voit, c'est que ça a fait un appel d'air absolument fantastique pour les réseaux de traite. C'est-à-dire, c'est beaucoup d'argent, et donc le marché est là, et donc les réseaux de traite se précipitent, et la situation des femmes et des hommes qui sont dans ces bordels, c'est épouvantable. C'est-à-dire que personne ne vérifie, il y a peut-être des inspecteurs qui passent, bien sûr tout le monde leur dit mais c'est volontiers que je suis là, etc. Elles sont complètement empêchées de parler, donc leur situation est terrifiante. Et ce qu'on voit, alors peut-être encore plus aux Pays-Bas qu'en Allemagne, c'est qu'il y a parallèlement à ces bordels officiels, il y a un développement de la prostitution à côté, qui est dite prostitution sauvage, qui est très fort, avec également une grosse présence des réseaux de traite. Donc on en vient à la situation paradoxale où par exemple aux Pays-Bas, il y a un député qui a proposé de pénaliser l'achat de prostitution de la prostitution sauvage. Donc on dit d'un côté, vous allez dans des maisons closes et c'est tout à fait normal d'acheter tout ça, mais alors si vous allez dans la maison close qui n'est pas légale à côté, là non, vous êtes pénalisé. Donc vous voyez que ça mène à des situations complètement aberrantes et ça a comme objet de faire vraiment un appel d'air pour la traite. Et donc la proposition de loi française dont je vous parlais, ça prend le contre-pied, c'est-à-dire de dire peut-être qu'il existe une prostitution bien vécue, peut-être.
En tout cas, cette hypothétique prostitution bien vécue, il n'y a pas assez de monde pour répondre à la demande de prostitution. Donc forcément, ça attire les réseaux de traite. Conclusion, il faut lutter contre la demande, parce que c'est comme ça qu'on va réussir à approcher une résolution de la question. Alors que les Allemands, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé d'organiser la demande, donc ils l'ont fait croître. Donc ils ont appelé les réseaux. C'est vraiment ce qu'on constate, et il y a pas mal de pays dans le monde qui sont en train de se poser la question et de se dire il faut qu'on prenne la question dans l'autre sens, c'est-à-dire dans le sens de la demande. Vous avez le Canada, vous avez la Suède depuis pas mal d'années, la Norvège, l'Islande, donc il y a un certain nombre de pays, et la France est très regardée, parce que quand si la France passe à ce raisonnement-là, à cette loi-là, ça sera certainement très, très remarqué et très suivi dans le monde. Donc voilà la question. Maintenant, c'est vrai que dans la situation économique où nous sommes, un certain nombre de pays font rentrer dans le PIB le produit de la prostitution. Ces jours-ci, il y a eu des nouveaux chiffres sur le chiffre d'affaires de la prostitution en Hollande. C'est assez énorme. Alors de mémoire, je ne vous garantis pas l'exactitude, mais par exemple en Belgique, non, en Hollande, on en est à plus de 3% du PIB, je crois. Donc c'est pas quelque chose qu'on renverse du jour au lendemain. Même si on voit qu'aux Pays-Bas, petit à petit, le maire d'Amsterdam, sous des prétextes les plus divers, ferme ces fameuses vitrines d'Amsterdam. La semaine dernière, il y a une maison close d'Amsterdam qui a été fermée sous prétexte que le patron de la maison close ne parlait pas la langue de ses employés. Donc c'était de la traite, complètement. Maintenant, ils étaient coincés et la justice n'arrivait pas à les coincer à cause de la traite. Donc pour vraiment conclure là-dessus, pour nous, il est clair que la réglementation de l'organisation de la prostitution peut sembler dans l'absolu une solution, que dans la pratique, ça n'en est pas. Et que, au contraire, c'est contre-productif. Alors, sur la question de l'assistanat sexuel, c'est une question qui fait polémique, en France aussi, avec le modèle suisse. En Suisse, c'est fait depuis de nombreuses années. Nous sommes contre, puisque, alors sur deux raisons. D'une part, bien que nous ne soyons pas des professionnels qui travaillent spécialement auprès des personnes handicapées, pour nous, la question de la vie sexuelle et affective des personnes handicapées est une question extrêmement importante. Mais justement, c'est la question de la vie sexuelle et affective. Et pourquoi dire, et là nous travaillons avec une association de femmes handicapées, qui nous disent pourquoi dire que pour les personnes valides, il y a une vie sexuelle et affective, et que pour les personnes handicapées, il n'y aurait qu'un acte mécanique sexuel, avec donc ces fameux assistants sexuels. Et le deuxième argument, c'est que d'autoriser le principe de ces assistants sexuels, ça veut dire d'assouplir les lois sur le proxénétisme. Et c'est un biais dans le système français qui est un biais, une porte ouverte extrêmement dangereuse. Je peux vous répondre. C'est une question qui fait beaucoup polémique et qui, à laquelle souvent, prendre la parole sur la prostitution, ça n'est pas facile, puisque souvent on nous dit au nom de quoi vous prenez la parole, puisque vous n'avez pas cette expérience-là. Donc c'est pour ça que je vous ai présenté ce que faisait l'Amicale Unie, qui nous donne une certaine légitimité, mais avec le fait que nous ne voyons bien évidemment pas toutes les situations de personnes prostituées. Et ensuite, bien sûr, nous ne permettons pas de prendre la parole au nom de l'ensemble des personnes handicapées.
a actuellement une exposition qui s'appelle Splendeur et misère au musée d'Orsay, qui est une exposition sur la prostitution du 19e et début du 20e siècle, qui est évidemment extrêmement visitée et qui présente la prostitution d'une manière un peu, je dirais, comment dire, c'est plutôt la légende, c'est peut-être pas la glorification, mais en tout cas, c'est une exposition qui a certainement énormément de valeur au niveau artistique, mais est-ce que cette exposition ne peut pas justement faire revenir les esprits vers cette glorification des maisons closes, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Juste en prolongement, parce que j'allais dire en fait quelque chose qui va dans le même sens, que vous parlez donc de travailler du côté de la demande. Je me suis souvenu d'une amie qui m'a dit un jour, mais tu prétends être écrivain alors que tu n'as jamais été avec une prostituée. Et en fait, c'est un peu la même chose, donc cette image véhiculée par la littérature, par le cinéma, par les beaux-arts, notamment certains mythes justement de la prostituée fin 19e, etc. Mais ma question en prolongement de celle-ci, on voit parfois des documentaires à la télé, des émissions de prostituées qui prennent plaisir à leur travail, qui à mon avis rejoignent cette image, un peu ce mythe de la prostitution. Mais alors d'où viennent ces initiatives? Qui en a l'idée? Pourquoi? Qui les finance? Alors, la question un peu difficile, délicate. Donc, d'abord, bien entendu, il n'est pas question de censurer quelque forme d'art que ce soit pour ce que l'art représente. Et justement, cette exposition est très intéressante pour comprendre les représentations de la prostitution au XIXe siècle. Qui sont des représentations de la société donc majoritairement française du XIXe siècle, où la place des femmes et les relations hommes-femmes étaient telles que les prostituées avaient cette place-là, fantasmée ou réelle. Et quand on relit, ne serait-ce que Balzac ou Zola, relisez Nana, on voit bien comment les prostituées sont à la fois magnifiées pour leur pouvoir. Bon, j'ai relu Nana récemment, il y a un épisode, une scène, c'est tellement pictural qu'on le voit, une scène qui se passe dans une course de chevaux, où la pouliche qui gagne la course s'appelle Nana, et parallèlement vous avez Nana en majesté dans sa voiture avec tous les hommes à ses pieds. C'est vraiment les représentations de la femme dangereuse, enfin, et ça je trouve que c'est très intéressant à voir, parce que dans la société du XIXe siècle, les femmes étaient ou bien dans une position d'épouse soumise, ou bien alors en femme dangereuse, et qui, plus que la prostituée, incarne la femme dangereuse. Mais vous avez aussi la fin de Nana, où Nana a une mort atroce, où elle pourrit. Donc là, c'est l'image du XIXe siècle qui a été très bien décrite par Parent du Châtelet, qui est les prostituées sont les égouts nécessaires à la vie des gens bien. Donc, dans cette perspective-là, je pense qu'il faut aborder, enfin, il faut d'abord savourer cette exposition, mais ensuite l'aborder avec cet esprit d'analyse des représentations. Voilà d'où on vient. Et ce dont on est encore complètement emprunt. Et pourtant, entre le mythe de la prostituée qui gagne de l'argent et la réalité qu'on voit, il y a un monde qui est complètement différent. Et puis la société a changé, heureusement, mais un peu changé depuis le 19e siècle. Ensuite, les représentations de la prostitution actuellement dans les productions artistiques, que ce soit le cinéma, la littérature, oui, ça influe sur la situation des personnes prostituées. Bon, là je ne vais pas dire que c'est de l'art, mais quand vous avez le mythique Pretty Woman,
ça fait croire que la prostitution, ça permet d'avoir une vie heureuse. D'ailleurs, j'ai appris que dans sa version initiale, la version initiale du scénario de Pretty Woman, ça se finissait mal. Hein, ça se finissait pas bien, c'est-à-dire que finalement, elle était prostituée, donc il n'y avait pas d'avenir avec elle. Je reprends en fait peut-être la fin de ma question. D'une part, il y a des représentations artistiques et d'autre part, je pensais à des émissions peut-être, non pas du tout des représentations artistiques, mais des reportages qui peuvent véhiculer ces idées-là. Et là, on est dans un contexte différent, je crois. Oui. Alors, sur les reportages, c'est vrai que par exemple, beaucoup de jeunes filles qu'on voit, elles nous disent je veux être comme Zaya. C'est une façon de faire une ascension sociale. Ensuite, les reportages, nous, on a beaucoup de questions de journalistes. En particulier depuis 2011, depuis que la politique a commencé à bouger là-dessus, on a beaucoup de questions de journalistes et on voit que les journalistes évoluent. Et donc leur regard sur les reportages évolue. C'est-à-dire que y a pas mal de journalistes qui arrivaient en 2011 en disant qu'est-ce que c'est qui dit aussi de vouloir pénaliser les clients, la prostitution, ça apporte de l'argent, c'est tranquille, c'est choisi, c'est un métier. Il y en a de plus en plus qui réfléchissent un peu. Ce qui est difficile dans les témoignages, et je vais vous reparler de notre travail, c'est que quand on rencontre des femmes ou des hommes, principalement des femmes, qui sont dans la situation de prostitution, il faut qu'elles tiennent dans cette situation. Il faut qu'elles tiennent, c'est extrêmement dur. Et une façon de tenir, c'est de dire, oui, je suis bien, je revendique, c'est un métier, je l'ai choisi et j'y suis bien. Et quand un journaliste fait un témoignage, un reportage sur les femmes à ce moment-là, c'est ce qu'elles affirment avec force. Quand elles viennent nous voir, quand on les accompagne, celles qui commencent avec ce discours-là, certaines maintiennent ce discours, mais beaucoup, on voit ce qu'il y a derrière. On voit pourquoi l'affirmation de « j'ai choisi, je suis bien, je suis heureuse », c'est ça qui leur permet de tenir. Donc on peut prendre un petit peu de distance, mais effectivement, la difficulté, c'est que ces femmes-là qui se rendent compte que c'est plus possible, que c'est une douleur insupportable, que c'est une destruction, c'est pas elles qui vont participer à des reportages. Et nous, très souvent, les journalistes nous disent vous pouvez nous faire rencontrer une prostituée qui est en train d'en sortir. Ah non, nous, notre boulot, c'est pas ça, c'est pas d'instrumentaliser, c'est de mettre des conditions de sécurité pour les personnes, et en général, elles ne veulent pas témoigner. Alors, il y a un site internet qui est intéressant, avec aussi des livres. C'est un site international des survivantes de la prostitution. Ça s'appelle SAFE, je crois. SAFE.org. Donc ça a été lancé par une Irlandaise qui a vécu, je crois, une dizaine d'années de prostitution à partir de 14 ans, qui en est sortie et qui, 10 ans après, s'est sentie capable d'en parler. Et donc elle a lancé un réseau de survivantes qui témoignent. Mais ces témoignages, ils ont de la force, parce que elles ont beaucoup réfléchi sur ce qu'elles ont fait, mais c'est pas ça qui intéresse beaucoup de journalistes qui font des reportages, parce qu'ils préfèrent voir le vif du sujet, mais sans voir le biais que ça introduit. Il y a peut-être d'autres questions dans la salle. Je pense à une chose encore, vous l'avez mentionné en introduction, avant le film, c'est vrai qu'il y a eu la chute des régimes communistes a provoqué un énorme brassage en fait par rapport à la prostitution. C'est vrai que c'était, en tous les cas dans le contexte tchèque, c'était un phénomène qui existait bien sûr, mais qui était tabou sous le régime communiste, et tout à coup il y a eu une espèce
alors les naïvetés, les idéalisations de ce qui se passait à l'ouest aidant, il y a eu une espèce d'énorme coup de vent là-dessus. Mais je voulais vous poser une question peut-être encore un peu particulière. Alors je m'avance sur un tas que je ne connais pas du tout, bien sûr. Je pense à la prostitution qui s'installe en situation de conflit guerrier. Je pense par exemple à la guerre en Yougoslavie, où on a vu une grosse problématique avec la prostitution, y compris avec beaucoup de clients parmi les soldats de l'ONU. Et de façon générale, c'est un sujet qui est un peu connu, mais bon, que je connais mal. Bon, je pense aux fameuses femmes de réconfort, la Seconde Guerre mondiale en Asie, aux Américains au Vietnam. Mais encore plus récemment, je crois que c'est quelque chose qui existe. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Oui, alors cette question, c'est une question qui est souvent évoquée lors de colloques. Je me rappelle un colloque l'année dernière au ministère des Affaires étrangères qui mettait l'accent sur l'ensemble des violences faites aux femmes dans les situations de conflit. Et la prostitution, ça fait partie de ça. De plusieurs façons, c'est-à-dire d'une part dans des situations de conflit, et il y avait l'exemple du Rwanda et bien sûr l'exemple du conflit en ex-Yougoslavie, où le viol était une arme de guerre, une façon d'imposer un joug à un peuple, et où qui disait viol disait ensuite prostitution comme seule possibilité pour les femmes qui avaient subi un viol. Ensuite, ça amène le fait, la prostitution c'est aussi un rapport de pouvoir. C'est un rapport dans les rapports de genre et c'est un rapport de pouvoir. Donc logiquement, dans une situation de guerre qui exacerbe les modèles virils, le défoulement par la prostitution, ça va dans le modèle. Et c'est vrai qu'on on a parlé récemment des bordels de réconfort de l'armée japonaise qui avait kidnappé énormément de femmes coréennes. La prostitution et la guerre sont effectivement souvent associées. Alors ensuite, il y a ce scandale absolu des employés des Nations Unies qui sont utilisateurs fréquents de bordel. Vous avez une note de Kofi Annan, voilà, de 2001 qui menace de sanctions extrêmement graves les employés de l'ONU qui achètent de la prostitution. Alors, ça montre bien la complexité de la question. Enfin, je veux dire, l'achat d'un acte sexuel, certes c'est sexuel, mais c'est aussi un rapport de domination, un rapport néocolonialiste, et c'est tous ces rapports de force qui font que l'acte sexuel en lui-même, c'est peut-être pas ça qui est le plus important. Et c'est corroboré par, pour revenir dans ce que nous disent les personnes, où beaucoup de personnes prostituées, là je revois encore un jeune homme qui disait de nombreux clients, il fermait la porte de la chambre et il disait pendant 1 heure j'ai payé, tu as moi, je fais ce que je veux. Et donc c'est ça, ce sentiment de puissance qui bien sûr est exacerbé, de pouvoir, qui est exacerbé dans les situations de guerre. Bon, je peux dire un petit mot sur la fin du communisme et la prostitution qui arrive à Prague, dans le sens où ça me paraît assez logique dans l'histoire que à la fois l'ouverture des frontières et le changement brutal de régime politique et économique et social et de représentation du monde induisent des rapports de domination homme-femme, économiques et aussi raciaux, en tout cas de faire des différences entre la femme d'ici et la femme de là-bas, qui induisent des rapports humains tels que la prostitution. Et
c'est intéressant de voir effectivement à quel moment de l'histoire ça arrive et dans quel contexte sociopolitique et économique, et comment est-ce qu'on peut faire évoluer les choses, y compris les représentations qu'on a tous les uns les autres, des rapports de genre, des rapports d'argent et de race, entre guillemets. Oui, et puis il y a l'inscription, enfin, la justification du contrat de prostitution, c'est une justification qui est tout à fait dans l'esprit du libéralisme économique. C'est-à-dire qu'il paraît tout à fait logique de dire il y a un contrat et par le contrat, la personne consent, l'acheteur consent, sauf que ce contrat ne concerne pas une marchandise, ça concerne l'usage du corps. Donc c'est par rapport à des principes républicains de dignité, de non-patrimonialité du corps que ça ne devrait pas rentrer dans le droit du contrat. Et ça, quand on comprend aussi dans un tournant où le libéralisme paraît être la solution évidente, il y a cette logique. Je rajoute un tout petit mot sur le contrat, sur le fait que le contrat il est totalement vicié par le rapport l'inégalité des rapports entre les deux personnes qui passent ce contrat, et quelle marge de manœuvre à la personne à qui est proposé le contrat d'acheter son corps. Dans la situation qui est la sienne, on a vu quelles étaient les situations où ça biaise complètement le consentement, entre guillemets. D'accord, une dernière question. Est-ce que vous êtes en contact avec des associations semblables en République tchèque concrètement, puisqu'on est au centre tchèque? Alors, nous allons alternativement à des réunions à Bruxelles, donc organisées par la Commission européenne, qui a créé une plateforme de la société civile de lutte contre la traite des êtres humains, où il y a beaucoup d'associations de tous les pays européens. Donc, moi, j'ai rencontré une association tchèque, dont je ne me rappelle plus le nom, mais qui était plutôt active dans la défense des droits des femmes. Je n'ai pas jusqu'à présent rencontré d'associations qui soient actives auprès des personnes prostituées. Ensuite, dans la variété d'associations qu'on rencontre, c'est assez intéressant. Par exemple, pour revenir à votre question sur les pays réglementaristes, je discutais avec une association autrichienne, qui est comme l'Allemagne, où les maisons closes sont officielles. Donc pour aller au contact des personnes prostituées, il faut qu'elles rentrent dans les maisons closes. Donc il faut qu'elles disent aux tenanciers de maisons closes, mais moi j'y vais pour faire du social et surtout pour ne pas parler prostitution, ce qui complique un peu les choses. Donc je serais assez intéressée pour rencontrer une association de République tchèque qui travaille sur la question. Peut-être une réaction, et tu me corrigeras si tu penses que je dis n'importe quoi. Je crois qu'en fait la notion clé ici, mais bon, je reviens un peu au début, c'est celle de la dignité humaine en effet. Et pour le contexte tchèque, et de façon générale pour le contexte centre-européen, ou en tous les cas des anciens pays de l'Est, je crois que c'est très important parce que nous sommes face à des personnes, alors à plusieurs générations, mais qui ont grandi ou été élevées par des personnes qui ont vécu dans une société qui justement instrumentalisait l'homme, puisque notamment, pour aller un peu vite, notamment dans les années 70-80, où le régime est moins violent, mais il est répressif de façon, comment dire, on n'est plus en train d'enfermer, de tuer des gens, on les enferme de façon moins longue, etc. On demande, il y a une espèce de pacte entre le régime et la société. À partir du moment où vous faites semblant d'adhérer à l'idéologie du régime, on vous laisse une marge de liberté, un avant-goût de société de consommation, vous aurez votre maison de campagne, etc. Et je crois que pour beaucoup,
ces populations se sont habituées justement à se défaire de leur dignité et à jouer ce jeu de compromis. Et une fois le régime tombé, donc cette possibilité ou cette illusion, ce rêve de pouvoir se faire de l'argent vite, facilement, parce que c'est le modèle qu'on a eu, de passage très rapide et très violent de l'économie communiste à l'économie de marché, c'est souvent fait de façon-là. On privatise tout très vite, sans trop regarder de trop près comment ça se fait. Donc je crois qu'en fait les deux vont de pair dans ce contexte, dans ces pays. Je me tourne vers vous encore s'il n'y a pas une dernière question. Je voudrais savoir s'il y a eu des retours. Je voudrais savoir s'il y a eu des retours sur les pays qui ont appliqué les législations que l'on envisage de faire en France. Oui. Donc la Suède a appliqué la loi de pénalisation de l'achat depuis 1999. Et il y a eu en tout cas un rapport qui donne des chiffres intéressants. Alors, premièrement, le premier chiffre important, c'est que avant le passage de cette loi, la population était massivement contre. C'est-à-dire que je crois plus de 62% des Suédois dans un sondage étaient contre cette loi. 10 ans après, 99% est pour. Donc déjà ça, c'est quelque chose d'intéressant. Ensuite, sur l'impact que ça a eu, donc ces premiers chiffres, ça veut dire qu'il y a un impact social qui fait que acheter une prostituée, on ne s'en glorifie pas. Je suis prudente. Hein. Et on voit à l'inverse combien, par exemple, la région de Perpignan, qui est près de la Jonquera, qui est à l'opposé, hein, qui a un grand supermarché du sexe, le passage à l'âge viril, c'est une visite pour acheter une prostituée. Donc, à l'inverse, en Suède, le fait d'acheter de la prostituée n'est pas bien vu socialement, au contraire. Ensuite, ce qu'ils nous disent, c'est que le nombre de prostituées de rue a drastiquement baissé. Ça, c'est certain, dans toutes les villes suédoises. Et la police qu'on a rencontrée, puisqu'on a fait un projet avant que Juliette arrive avec la Suède, la police nous dit que ça, ce sont vraiment des chiffres fiables, qu'il y a une très très forte baisse de la prostitution de rue. Ils ont fait une étude sur Internet où il y a eu une augmentation des annonces de prostitution par Internet. Mais cette augmentation est moins forte que chez les voisins danois en particulier qui n'ont pas fait la même réforme. Donc on se dit que oui, cette loi a eu une action. Et puis ça a surtout renversé le regard sur la responsabilité des personnes. Justement, on parlait de la représentation de la prostitution au XIXe siècle. Vous avez la grande Étaïre qui est coupable de prendre ces pauvres hommes dans son filet, qui est coupable de tout. Là, c'est le contraire. Hein. Donc en Suède, ils ont réussi à vraiment renverser les représentations. Et puis le dernier point objectif sur l'effet de la politique suédoise, ce sont des écoutes qu'a fait Interpol, où ils ont entendu à plusieurs reprises des trafiquants d'êtres humains dire « on ne va pas en Suède, c'est pas intéressant, c'est trop dur, on ne va pas dans ce marché-là ». Donc l'effet de découragement des réseaux de traite, il existe. Voilà. J'essaie de vous donner une réponse un petit peu argumentée parce que ce n'est pas la solution miracle non plus. Hein. Donc il y a une certaine efficacité. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais beaucoup vous remercier pour cette soirée. Si vous le voulez, nous avons ici d'autres informations imprimées, des pliants amicales du livre, n'hésitez pas à vous servir.
Pour ceux qui le souhaitent, je vous invite à poursuivre la soirée dans nos caves, dans notre jazz club. Sinon, voilà, merci d'être venu, merci à vous et à bientôt au Centre Tchèque.